à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire de Cyril Caminade. En attendant que le compteur monte de participants dans la salle, je vais me présenter. Je m'appelle Clémentine Schilt. Je suis responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur et je suis accompagnée aujourd'hui de Monica. Enchantée, Monica Sala. Je suis désolée d'être masquée aujourd'hui à cause de l'infection, mais je suis ravie d'être avec vous. Directrice de l'enseignement, excusez-moi. Eh bien, je vais maintenant vous présenter très rapidement Cyril Caminade. Cyril Caminade est climatologue de formation. Il est spécialisé en épidémiologie spatiale et biogéographie. Il étudie l'impact du climat sur les maladies vectorielles, en particulier sur le paludisme, la dengue, la fièvre de la vallée du Rift, etc. Et il a collaboré avec divers experts en santé animale et en santé humaine. Je vais lui laisser la parole pour qu'il éventuellement y rajoute quelques détails sur sa biographie. Et puis, je voulais juste rajouter un petit peu que ce webinaire aussi s'inscrit dans la nouvelle priorité du plan stratégique de l'Institut Pasteur 2030, transition environnementale et santé. Cyril, la parole est à vous. Merci beaucoup, Clémentine. Oui, je suis le docteur Cyril Caminade, comme vous l'avez bien dit. Je suis toulousain d'origine et donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis passé par l'Angleterre et maintenant par l'Italie avec des collaborateurs un peu partout sur la planète. Donc le cœur de mon intervention aujourd'hui, c'est une question un peu d'actualité, une question un peu brûlante toujours. C'est l'impact du réchauffement climatique sur la santé et en particulier sur les maladies vectorielles. Donc, je vais commencer, hein, si tout le monde est prêt, les starting blocks. Quand on parle du réchauffement climatique et de son impact sur la santé, il y a un impact très large, une gamme large d'impact. Les vagues de chaleur, des températures qui commencent à monter dans des gammes qui sont très très hautes, où on commence à excéder dans certaines régions du globe la limite physique du thermomètre de mercure à 50 degrés Celsius. Donc ça, c'est un exemple à Bagdad, par exemple. Les précipitations extrêmes qui vont avoir des impacts aussi sur les systèmes de santé en Afrique, dans les tropiques, mais aussi en Europe, avec des cyclones qui sont plus violents, des précipitations qui sont extrêmement fortes sur des périodes extrêmement courtes. La pollution de l'air, qui est un problème en grande partie dans les grandes capitales, les méga-cities, de la Chine à Londres, à Paris, à la vallée du Pô en Italie, à l'Inde, où quand on a beaucoup de voitures avec des températures assez élevées et des inversions, on peut avoir une pollution qui est assez dommageable à la santé. Le niveau marin qui monte, qui reste encore assez modéré pour le moment, mais qui va avoir des impacts sur les îles qui sont à bas niveau dans les tropiques, en particulier dans le Pacifique. Le cœur de ma représentation aujourd'hui, donc les maladies infectieuses avec le sous-ensemble des maladies vectorielles. Il y a aussi des maladies hydriques et d'autres maladies aussi dans le sol ou transmises par des helminths ou des vers parasitaires qui sont aussi impactés par le climat. L'eau et l'agriculture, la biodiversité, toutes ces rétroactions qu'on a avec tous ces systèmes aussi, c'est important, puisque tout va être impacté en gros par des changements de température et de précipitation. Des pommes de terre qu'on cultive jusqu'à l'ours blanc polaire, qui commence à avoir des problèmes pour sa survie. Il y a aussi tous les phénomènes autres qui peuvent être engagés par les extrêmes, comme les migrations, et des problèmes ensuite sécuritaires et des problèmes aussi économiques ensuite qui peuvent se poser. Les infrastructures, avec l'exemple du pont de Gênes qui était tombé donc, en 2018 en Italie. Et enfin les feux de forêt. Donc l'exemple qu'il y a eu donc en Gironde, par exemple en 2022, il y a d'autres exemples très récemment en Écosse. Et les feux de forêt, c'est terrible. Où là on a une combinaison de températures extrêmes, de vent qui mène et Los Angeles qui était en feu il y a pas très longtemps aussi. On va se focaliser sur les maladies vectorielles. Alors, les maladies vectorielles ont besoin de 3 composantes nécessaires à leur transmission. Il faut un pathogène, donc un virus, un parasite, une bactérie, qui va être transmis par un arthropode, en général un vecteur qui ne régule pas sa température interne, donc la température du vecteur, que ce soit un moustique, une mouche, une tique, va être affectée directement par les températures extérieures, qui va transmettre ce pathogène ensuite à une hôte. Le système peut être beaucoup plus complexe, on peut avoir plusieurs variantes de pathogènes, plusieurs types de vecteurs qui vont transmettre plusieurs types de pathogènes, et puis avoir aussi des hôtes intermédiaires, des hôtes réservoirs entre humains et animaux. Donc c'est assez complexe. Et on pense que le climat va impacter le système, en particulier pathogènes vecteurs, via l'impact direct des précipitations, des températures limitées des vents sur ce système. Alors quand on regarde un petit peu le problème, de manière très très simple, on a une variable en épidémio qu'on appelle la capacité vectorielle, qui est la capacité
d'un arthropode ou la performance d'un arthropode à transmettre une maladie, que ce soit du paludisme, de la dengue ou une tique à transmettre la maladie de Lyme, par exemple. Et cette courbe va dépendre de la température, avec en général un pic optimum qui se trouve dans des températures assez élevées. Donc c'est pour ça on a mis des écoles de médecine tropicale, on appelle ça des maladies tropicales souvent parce qu'elles se transmettent dans les tropiques, il y a une gamme quand même assez optimum, mais il y a aussi l'aspect vulnérabilité, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le problème est relativement simple, si on est en zone tempérée et qu'on va augmenter la température de quelques degrés, on peut passer d'une place, un endroit où il se passe rien et il se passe quelque chose, étant donné que les trois conditions soient réunies, le pathogène, l'hôte et le vecteur soient là, le vecteur compétent pour transmettre la maladie. Et aussi, donc, si on va vraiment dans des températures un petit peu plus élevées, dans des régimes vraiment très chauds, dans ce cas-là, ben, on va peut-être aussi tuer les vecteurs, ou tuer certains types de parasites ou autres, qui font que, ben, en fait, le risque va diminuer. Donc, on est c'est un petit peu un problème très simplifié, ce qui m'a gardé quand même assez occupé, moi, en termes de recherche, pendant les 15-20 dernières années. Donc, je regardais un petit peu ça avec plusieurs équipes, plusieurs experts. On essaie de regarder comment la variabilité climatique et aussi le changement climatique sur le plus long terme pouvait impacter certaines maladies vectorielles à des échelles courtes de la saison, mais aussi à séculaires, quand on parle de projections climatiques et de scénarios. Alors l'impact de ces maladies vectorielles, il est connu, il a des impacts sur des civilisations, il a eu des impacts historiques très marqués. On peut se rappeler de la pandémie de peste au XIVe siècle, avec cette image du dotoré. Donc à l'époque, on ne savait pas trop le mode de transmission avant qu'on comprenne que ce soit les puces qui transmettaient la peste. Et qui a eu un ravage sur les populations de paysans d'Europe. On estime qu'il y a un tiers, une moitié de la population européenne qui avait disparu, grande partie des paysans, et ça a eu d'ailleurs un effet sur la réforestation des surfaces agricoles via le carnage que ça avait causé. Le paludisme en Afrique, qui tue toujours trop de personnes tous les jours, et qui a eu un impact aussi historique sur les civilisations. On a des théories comme quoi les pharaons étaient affectés par le paludisme dans le passé. C'est une vieille maladie. Les arboviroses, donc là, c'est un exemple de l'épidémie de Zika avec ce bébé qui a une microcéphalie liée à l'infection de sa maman pendant cette épidémie. Donc là, c'est transmis par le moustique de la fièvre jaune, le virus du Zika, avec des impacts terribles pour ces enfants quand ils vont grandir ensuite. Et il y a des problèmes qui devraient ne pas en être, où on a des vaccins, comme la fièvre jaune. On a un vaccin qui est quand même assez efficace, qui pourrait être distribué aux populations, mais ce qui, des fois, aussi implique d'autres problèmes, dans le sens il faut que les gens puissent aussi avoir accès au traitement. On a des fois toujours des épidémies de fièvre jaune qui continuent en Afrique, avec l'exemple en 2015-2016 en Angola et en DRC, et des problèmes qui commencent ou qui reviennent en fonction du pathogène, de manière historique en Europe, avec des épidémies d'arbovirose qui sont relativement modérées pour le moment, mais des centaines de cas de chikungunya ici à Ravenne en 2007, et j'y reviendrai plus tard, des cas de dengue très élevés en Italie l'année dernière, local. Donc c'est pas que nous, c'est pas que la santé humaine, ces maladies vectorielles vont aussi affecter la santé animale, et vont toucher nos éleveurs. Donc ça, c'est un exemple de la fièvre catarrhale ovine en 2006, qui a fait un carnage en Europe du Nord, et qui continue à causer des problèmes aux éleveurs en France. Et il y a aussi toutes les maladies liées aux plantes et à la production agricole. Bon, j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Alors pourquoi? Alors la première question, c'est pourquoi on s'attend à avoir un impact de la température sur ces maladies vectorielles. Donc là, il faut retourner un petit peu à ce que font les gens sur le terrain, que ce soit les entomologistes de terrain, mais aussi les gens dans les laboratoires. Et on sait qu'il y a des paramètres qui sont quand même influencés très fortement par la température et la précipitation. Le premier, c'est la fréquence des morsures, qui est connectée pour les moustiques femelles aussi au cycle d'oviposition, au cycle de ponte des œufs, où on a une étude de Scott ici qui montre une relation relativement linéaire entre la fréquence des morsures et la température à la semaine moyenne pour Puerto Rico et la Thaïlande, pour un exemple, ici pour le moustique de la fièvre jaune égyptie. Donc quand la température augmente, la fréquence de morsure augmente jusqu'à un certain point. Ça, c'est un des premiers paramètres. Un deuxième paramètre qui est important, c'est que pour toutes les espèces, ou la plupart des espèces, on va dire, sur la planète, si on a mis le tardigrade qui peut survivre dans l'espace, ou certaines espèces qui sont quand même très résistantes, on a toujours une courbe en U, comme ça, inversée. En termes de survie, s'il fait trop froid, on ne va pas trop se développer. S'il fait trop chaud,
on va pas non plus trop se développer, on va aussi mourir. Et du coup, il y a une gamme assez optimale de développement. Donc c'est vrai pour les insectes, c'est aussi vrai pour l'être humain. Si on va pas survivre très longtemps en Antarctique ou dans le Sahara, euh, avec des conditions plus ou moins extrêmes en température, en précipitation, on s'adapte à l'environnement. Les moustiques sont un peu pareils, ils vont avoir une gamme de températures viables. On estime que pour les anophèles qui transmettent par exemple le paludisme, exemple de droite, la température max 35-36 degrés et minimum 15 degrés pour cette étude-là. La précipitation va aussi pouvoir créer les gîtes larvaires. Donc là, c'est pas un effet très linéaire, ça peut être assez compliqué. S'il fait très sec, vous aurez très peu de chances d'avoir des gîtes larvaires, hormis s'ils sont anthropiques, s'ils sont créés par l'homme. Il va falloir un peu de précis pour créer justement des mares. Donc pour les anophèles, typiquement, ça c'est un gîte larvaire, où ils vont pouvoir pondre leurs œufs et se développer. Et il peut y avoir aussi des situations plus extrêmes. Donc là, si on est vraiment dans la queue de la distribution, mais dans ce cas-là, on peut avoir un effet bénéficiel de ces inondations, puisque ça va ça va nettoyer, ça va lessiver les larves. Le problème étant, c'est que quand l'eau va commencer à redescendre, on va se retrouver avec une explosion de moustiques qui va se décaler dans le temps. Donc, il y a eu l'exemple du Pakistan il n'y a pas longtemps, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, un des paramètres qui est aussi très important, qui est une contrainte, on va dire, biologique, thermique sur la transmission d'un pathogène, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque ou le cycle sporogonique pour le paludisme. Mais ça reste plus ou moins le même concept. C'est que ça prend un certain temps pour le moustique ou pour l'insecte vecteur pour devenir infectieux une fois qu'il a pris un repas sanguin infecté. Donc à température relativement élevée, donc ça c'est un exemple pour le moustique de la fièvre jaune Aedes aegypti et le virus du Zika qui a été testé en laboratoire par Olivia Winocourt, c'était à Davis aux États-Unis. Et elle montre qu'en fait la moitié des moustiques qu'elle avait dans son batch infectieux qui devenaient infectieux après avoir été exposés au pathogène de manière orale, on en avait la moitié à peu près à 5 jours à 30 degrés, tandis que là, si on regarde à des températures plus basses de 20 degrés, ça prend à peu près 24 jours dans son étude, en sachant que le moustique, lui, va pas vivre beaucoup de temps. Dans le terrain, il va survivre à peu près un mois et une semaine. Donc, en fait, on va arriver à une période où le temps que le vecteur devienne infectieux, il peut mourir de mort naturelle avant de transmettre le pathogène. Donc ça, c'est un paramètre qui est quand même très important. Ça limite la transmission à basse température. Alors, il y a d'autres exemples qui ont été faits à Pasteur. Cette étude, par exemple, de Mercier, que je voulais montrer, où l'équipe d'Annabella et d'autres ont regardé justement à différentes températures quelle était l'efficacité de transmission. Donc là, on teste la salive des moustiques à différentes températures qu'on fait soit cycler de manière réalistique ou soit à température constante, d'une basse température de 20 degrés à 28 degrés pour le chikungunya et le moustique tigre à gauche, et pour le variant 2 de la dengue et Albopictus, donc moustique tigre encore à droite. C'est des moustiques qui avaient été pris, donc qui ont été récupérés, des œufs qui ont été récupérés en Albanie à différentes strates d'altitude. Donc, pour regarder l'étude, elle est intéressante. Mais ce qu'on voit très bien sur cette étude, c'est que le moustique tigre est plus capable de transmettre le chikungunya à basse température que le virus de la dengue. Alors, pour la dengue, il faut qu'il fasse quand même un peu plus chaud en conditions de laboratoire pour que le moustique tigre soit capable de transmettre le virus de la dengue. Donc ça va limiter aussi, ça va aussi impacter la dynamique de transmission, ça va impacter la saisonnalité aussi de transmission et les endroits où on peut avoir de la dengue. J'y reviendrai plus tard. Alors ensuite, on essaie de se servir de toutes ces relations, nous, en tant que modélisateurs. On essaie de se servir de ces relations pour modéliser le risque à l'échelle globale, régionale, en se servant de différentes méthodes. Donc là, il y a beaucoup de choses. Je pourrais y passer 1 heure si je voulais détailler les modèles. Mais bon, la méthode est plus ou moins similaire vers la fin, mais peut différer vers le début. On a soit des modèles un peu plus mécanistes, en fait, ou dynamiques. On va regarder comment les paramètres évoluent en temps et en espace en fonction du temps, avec les dépendances qui ont été trouvées dans le laboratoire ou par les entomologistes de terrain à la température, à la précipitation. Donc là, je vous remets le taux de morsure, la période d'incubation intrinsèque et la mortalité du vecteur qu'on peut combiner pour avoir une courbe type R0, donc le nombre de reproductions basiques qui dépend de la température. On va ensuite projeter ça spatialement. On va regarder si ça a du sens en termes de hotspot, en termes de saisonnalité. On va valider ça avec des données de surveillance en tomos de terrain. Et ensuite, on va se servir de scénarios climatiques. Donc ça, c'est les scénarios du GIEC typique où on regarde dans le futur quelles vont être les conditions en température, en précipitation, pour un scénario pessimiste, type 8.5, donc type extrême, vers la fin du siècle, ou plus optimiste,
si on arrive un peu à limiter nos émissions. Et on peut regarder différentes tranches de temps. On projette ça ensuite spatialement et on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de dynamique. Est-ce que les zones de risque changent? Est-ce que les saisons de transmission changent, etc., etc. Donc là, il y a beaucoup de types de modèles que vous pouvez utiliser. Sur l'approche statistique, il y a aussi beaucoup de pouvoir en termes spatial, où on va se servir de plusieurs prédicteurs. Donc, on peut prendre aussi des variables qui sont non climatiques, des variables de vulnérabilité, des variables qui sont liées à l'hôte, par exemple, qui vont être peut-être des hôtes qui sont plus vulnérables ou plus susceptibles à une infection, pour essayer de raffiner nos projections. Donc, on sait où les choses sont, on sait où il y a des covariés, avec les meilleures données qu'on peut récupérer. On va essayer de faire une espèce de fit, et on va projeter dans l'espace un petit peu, regarder les zones qui pourraient être touchées aussi. Ensuite, on va faire le même exercice pour le futur, se servir de scénarios pessimistes, optimistes et projeter le risque et comparer toutes ces méthodes. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a des pros et des cons pour les deux méthodes. Mais bon, ça peut servir un petit peu de regarder cette modélisation de type boule de cristal qui nous intéresse, essayer de voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Alors bien sûr, quand je parle du climat et des maladies, le climat est juste un facteur, et la météo, bon les deux, hein, l'un étant la moyenne de l'autre sur le long terme. Il y a aussi beaucoup d'autres paramètres il faut considérer. Alors des fois on peut, parce qu'on a les observations, des fois c'est plus compliqué, mais les changements de type de sol et d'agriculture, donc ça c'est critique. On fait une riserée, il y a du riz, on va avoir des gîtes larvaires pour les moustiques, on va créer un risque de transmission. Si c'est du béton, on a beaucoup moins de risques. Il y a tous les aspects on se promène, ça je vais revenir, je vais vous montrer ça tout de suite. On va se promener avec nos vecteurs, on va les introduire dans des nouvelles zones, par bateau, par container, par avion, par voiture. Puis beaucoup d'autres facteurs aussi qui sont liés purement à nous, à notre comportement. Tous les outils qu'on a pour nous protéger, au niveau médecine, au niveau robustesse des systèmes de santé qui est extrêmement important, c'est bon, si vous êtes malade. Et aussi, un paramètre, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais un paramètre qu'aussi on sous-estime souvent dans les études, c'est comment les vecteurs et comment les systèmes vont évoluer et vont s'adapter de manière génétique à des nouveaux environnements, puisque les vecteurs, comme les insectes en général, s'adaptent très rapidement quand les choses changent. Que ce soit une pression, un insecticide, causée par un insecticide ou un nouvel type d'environnement. Donc ça, c'est des choses que souvent on sous-estime. Donc c'est juste, voilà, pour vous rappeler quand même, faire très attention à ça, c'est que le système est extrêmement complexe. Donc ce qui nous mène aussi à nous relier à toute cette connexion, que ce soit les hôtes naturels, les maladies zoonotiques, donc qui ont des origines dans les animaux, et qui sont aussi connectés à l'environnement, ce qui revient à ce concept de One Health qui est important, puisque notre santé est connectée à la santé de nos animaux, qui est aussi connectée à la santé de l'environnement. Ça, c'est une évidence, et on le retrouve aussi dans les maladies infectieuses. Donc, et vectoriens en particulier. Donc, les vecteurs voyagent. Donc, ça, c'est une chose importante. Il faut se rappeler, historiquement, c'est pas le réchauffement climatique qui fait que les vecteurs vont se déplacer d'Asie en Europe ou que des vecteurs vont partir d'Afrique en Amérique latine. C'est nous, en général. Ils nous suivent. Ils vont suivre nos bateaux. Ils vont nous suivre par bateau, ils vont nous suivre par avion, ils vont nous suivre par container ou par avion. Donc, il y a l'exemple du moustique de la fièvre jaune, hein, qui a été introduit via les mouvements de bateaux, on pense, d'Afrique de l'Ouest, et via la traite des esclaves, hein, qui sont arrivés ensuite dans les Caraïbes, puis dans l'Amérique du Sud, qui sont ensuite revenus en Europe. Donc ça, c'était purement nous, c'est pas un exemple récent, hein, c'est des choses, on s'est toujours un peu promené avec nos vecteurs. Les rats qui est arrivé dans le port en Sicile, qui avait ramené la peste, c'est un peu la même histoire. Donc ça continue à voyager avec nous. Le moustique tigre est un autre exemple. Celui-là, il est arrivé en Europe, et j'y reviendrai tout à l'heure, via des containers, on pense. Il aime bien prendre ses œufs dans des pneus usagés. Et donc, ça va passer par les containers. Ça finit dans un endroit. Si ces œufs sont réhydratés et si le moustique se plaît dans cet nouvel endroit, il va commencer à se propager, il va commencer à s'établir. Donc, c'est un petit peu une chose très importante à se rappeler. Donc, c'est aussi ce qui met aussi l'accent sur le fait que c'est extrêmement important de contrôler les espèces invasives. Parce qu'une fois qu'elles sont en place, ensuite, certaines sont vraiment très difficiles. C'est vraiment très difficile de s'en débarrasser, en fonction des espèces qu'on regarde. Donc, je vais vous montrer 3 exemples. Donc là, j'ai pris 3 exemples. Le problème du paludisme, de la malaria en Afrique, qui est quand même un problème toujours très important chez Global. Un exemple plus sur les arbovirus que je vais un peu décliner pour les zones tempérées ensuite. Et un exemple aussi sur la maladie de Lyme et les tiques, plus sur les zones périarctiques ou les zones un peu limites en latitude. Donc, j'ai pris ces 3 exemples-là. Je pourrais en montrer beaucoup plus. Et je m'excuse
pour ceux qui attendaient quelque chose sur d'autres maladies vectorielles, mais on peut en parler ensuite dans les questions. Donc le paludisme, ou la malaria, déjà le nom même de la maladie est lié à l'environnement. Malaria, en italien ça veut dire mauvais air. Le paludisme en français c'est lié au palud, aux zones de marée. Donc on connectait déjà la maladie à l'époque à notre environnement, tout simplement par la sémantique. Donc le paludisme, c'est un nom d'une maladie, mais il faut voir qu'il y a 4 ou 5 parasites de Plasmodium. Certains sont plus adaptés en zone tempérée qu'en zone tropicale. Il y a une pléthore de vecteurs à l'échelle globale qui peuvent transmettre le paludisme avec des comportements différents, des préférences écologiques différentes. Donc c'est une maladie extrêmement complexe. Un point important, c'est que le paludisme était quand même répandu sur une grande partie du globe avant la guerre. Donc ça, c'est la situation en 1946, jusqu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, où on voit qu'il y avait une grande partie de l'Europe, et ça remontait assez haut en latitude aussi, qui était déjà affectée par le paludisme. En Europe, c'était plutôt des plasmodiums type plutôt tempérés, Vivax, Malariae ovale, qui circulaient, tandis qu'en Afrique, on a vraiment on a la forme plus tropicale du parasite, Plasmodium falciparum, qui reste quand même, qui affecte plus le continent africain. Donc c'est pas un problème récent, hein, c'est un problème qui nous affectait tous, même en France, dans la zone des palus, justement, en Aquitaine, où il y avait des marais, et où le paludisme se transmettait pendant un long moment avant que Napoléon décide d'assécher les marais, et ensuite aussi avec le deuxième coup de marteau, qui a été en fait le DDT, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a vraiment stoppé la transmission du paludisme en Europe. Il y a la Carta della Malaria de Luigi Torelli, qui avait été publiée en 1882, où on voyait que la zone de Lazio, le sud de Rome, en gros, était vraiment très propice à la transmission du paludisme. Et il y avait aussi Veneto, et pas très loin de là où je suis, Trieste, qui est quelque part par là. Et donc l'Italie était aussi bien affectée par le paludisme à l'époque, et il a fallu un travail d'assainissement, donc il y a eu l'assainissement des marais, et aussi donc le DDT. L'Italie s'est débarrassée du paludisme relativement tardivement, dans les années 60. Donc il continue à avoir des cas. J'ai même des collègues à qui j'ai parlé qui viennent de cette région qui m'ont dit qu'ils avaient de la famille ancienne qui avait été justement affectée par la malaria, par le paludisme. Donc, il y a une chose aussi qui est super intéressante qu'on retrouve des fois dans les bouquins d'histoire. Donc c'est vraiment, je pense, un truc clé dans ce type de recherche, c'est qu'avant de regarder ce qui va se passer dans le futur, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé, faire la part des choses, regarder ce qui s'est passé récemment, et aussi avant de projeter le risque dans le futur, essayer de faire la part des choses pour donner des recommandations qui ont du sens. C'est un peu ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaye de faire en général, ce qui n'est pas un travail facile. Donc il y avait quand même des géographes médicaux qui avaient vu ça très avant, donc même avant que Ronald Ross découvre que le paludisme était transmis par un moustique. Donc même avant de connaître le mode de transmission, il y avait déjà des géographes médicaux qui travaillaient pour l'armée russe et l'armée allemande, qui avaient trouvé justement que ces fièvres intermittentes, donc très vraisemblablement de la malaria, n'existaient pas dans des endroits où la température estivale était plus basse que 16 degrés. Et l'allemand Hirsch avait été arrivé à la même conclusion sur une autre zone géographique. Donc c'était intéressant de voir déjà qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient vu qu'il y avait une limite thermique pour la transmission du paludisme. Et il aura fallu attendre Ross avec sa découverte en 1897 et son prix Nobel début 20e associé, et les expériences qu'avait fait Grassi et Janson en labo pour vraiment voir cette limite de température qui avait été estimée à 15,5-16 degrés. Ce qui revient à l'exemple que je vous ai montré de l'équipe de Pasteur et de l'équipe à Davis juste avant. Donc il y a une limite. Alors en termes de tendance récente sur le paludisme, ça s'est quand même nettement amélioré à l'échelle globale grâce au contrôle, grâce à la médecine moderne, grâce à des méthodes d'assainissement. Donc on voit qu'il y a une tendance depuis les années 2000, une très forte amélioration, en particulier pour le continent africain qui est le plus impacté par le paludisme. Mais on arrive à une limite. On arrive à une limite vers 2020 avec un petit rebond. Et c'est un petit rebond qu'on retrouve dans toutes les zones de l'OMS, les WHO regions, ici. On a un petit rebond. Alors, est-ce qu'on arrive à ce rebond? Des gens l'ont connecté un petit peu à la pandémie aussi du Covid et on va dire la distraction ou les moyens qui ont été mis sur d'autres choses. Du coup, on a un peu laissé tomber les méthodes de contrôle. Bon, ça se discute. Ou ça peut être aussi lié à peut-être une limite physique. On arrive à des limites de ce qu'on peut faire sur le contrôle du paludisme. Ou peut-être le climat peut jouer aussi un rôle en toile de fond sur certains types d'événements. À l'heure actuelle, le paludisme est un problème principalement africain,
Donc la plus grande part de la morbidité et la mortalité est en Afrique, avec toujours un peu de transmission en Inde et en Amérique centrale du Sud, un peu en Océanie, mais ça reste un problème africain. Donc je refais des voyages dans le temps comme ça, quand j'étais un plus jeune chercheur. Et donc là, je reviens en 2014, où on avait justement essayé de regarder comment le réchauffement climatique, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos modèles pour regarder dans cette boule de cristal et essayer de prévoir le risque dans le futur. Avec beaucoup de caveats, avec beaucoup de... Il faut faire attention. Donc le but du jeu, on avait plusieurs équipes à l'époque. Donc j'étais à Liverpool, avec mon collègue Andy Morse. Je travaille maintenant avec Adrien ici à Trieste. Et il y a d'autres équipes à London School, Maastricht et Umeå en Suède. Et on s'était mis un petit peu tous en commun. On avait tous plus ou moins des modèles de paludisme ou des modèles de malaria dynamiques, donc on pouvait piloter par des précipitations et des températures. Et on s'était dit, bon, on va essayer de les comparer. Alors pour le comparer, c'est un peu compliqué. Je vous montre un petit peu le cadre en bas, qui est un peu un cadre que j'ai déjà mentionné dans les méthodes de modélisation. On avait plusieurs modèles de climat, donc ça c'est un petit peu comment on modélise le climat, avec un modèle General Circulation Model, donc c'est des modèles couplés océan-atmosphère, où on va modéliser l'atmosphère dans des petites boîtes d'orange, comme vous le voyez ici. On se sert des équations de la physique et on force ces modèles par des scénarios d'émission, du plus extrême dans le jargon RCP 8.5 au plus optimiste RCP 2.6. On a plusieurs types de scénarios en fonction de ce qu'on va faire dans le futur en termes des émissions. On se sert aussi de données sur les hôtes. Il faut savoir, donc le paludisme, ça affecte les humains. Enfin, c'est le paludisme humain, en grande partie, là, qu'on regarde. Donc, on regarde aussi où étaient les populations dans nos modèles. Et on a aussi des scénarios démographiques pour le futur, puisque la population va changer aussi en fonction des pays. Les tendances sont très différentes. On avait tout intégré dans un modèle, donc en se servant de plusieurs modèles de paludisme, et on s'était mis d'accord pour comparer les variables types, et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc la première variable était la taille de la saison de transmission. Si c'est court, on est vraiment près on est dans le nord du Sénégal, on a une saison de transmission qui est assez courte. Saison plus longue, ça sera plus l'Afrique centrale, où là on peut avoir la transmission quasiment tout l'année. Et on compare ces variables, on regarde aussi les populations à risque avec certaines métriques. Donc la première chose, c'était de regarder un petit peu la validation des modèles. Ce que je vous montre ici, avec la vieille carte du paludisme de Lichenko, post-intervention, post-contrôle ici en haut à gauche. Une carte plus récente du projet Malaria Atlas Project Oxford qui montre en fait la situation plus contemporaine, une transmission du paludisme qui est plus tropicale que ce qu'elle ne l'était à l'époque. Et on a fait tourner tous ces modèles. Alors vous pouvez voir que les modèles ont des réponses différentes, donc ça montre déjà que la méthode va impacter très fortement la distribution que vous avez dans ces modèles-là. Avec le modèle MARA qui avait été développé par les Sud-Africains est très bon pour l'Afrique et très bon pour les tropiques, mais peut sous-estimer certaines zones qui avaient été affectées par le paludisme, comme le sud-est des États-Unis d'Amérique, originellement, avant que les Américains s'en débarrassent. LMM n'était pas trop mal, le modèle Liverpool n'était pas trop mal, avec justement cette capacité de reproduire un hotspot, on va dire, naturel du paludisme dans la Mississippi Valley, avant que les Américains s'en débarrassent. Le modèle de PIM qui lui était beaucoup plus permissif, qui ressemblait plus en fait à tous les plasmodiums et toutes les anophèles, on va dire, avant la période de contrôle. Et le modèle de mon collègue ici à Trieste qui était lui plus tropical, puisqu'il avait été vraiment bien développé pour l'Afrique et paramétré pour l'Afrique. Donc ça paraît à peu près logique. Donc ça c'est la première chose à se rappeler, ces modèles ne sont pas parfaits, c'est un modèle, c'est pas la réalité. Ensuite, on regarde un petit peu dans le futur, ce qui a pu se passer. En partant du scénario le plus optimiste que je vous ai déjà mentionné, au scénario le plus extrême ici, en bas à droite, pour une période qui est quand même assez loin, donc ça chauffe quand même, surtout dans le scénario extrême, là, fin du siècle, il fait très chaud dans les simulations. Et là, on compare donc toutes ces simulations. Donc il y a 5 modèles de paludisme, 5 modèles de climat, donc chaque carte représente 25 cartes, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, on regardait si la saison de transmission s'étendait, s'allongeait ou se contractait. Donc si elle s'allonge, ça va vers du rouge. Si elle se contracte, ça va vers du bleu. Et ensuite, on regardait différents niveaux de transparence, en sachant que dans ces ensembles, il y a des énormes incertitudes. Et si les incertitudes sont grandes, c'est transparent. Si les modèles sont un peu plus d'accord entre eux, c'est plus solide. Donc, ce qu'on voit sur cette carte, si je prends le scénario le plus extrême, directement fin du siècle, ici en bas à droite, on voit qu'il y a des zones où le risque diminue. C'est le cas de l'Amérique du Sud, en grande partie. C'est le cas de la zone sudano-sahélienne ici, aussi de l'Inde et une partie de l'Asie du Sud-Est. Par contre, il y a des zones qui augmentent, la saison de transmission a l'air d'augmenter dans le modèle. C'est les zones un peu plus tempérées d'Amérique du Sud,
mais aussi les zones d'altitude en Afrique, et aussi certaines zones un peu tempérées dans le sud de la Chine et un petit peu en Europe. Bon, ça à discuter, on en reparlera tout à l'heure. Donc en gros, on avait ce signal-là, et si on regarde la même chose dans du scénario le plus modéré au plus extrême, de haut en bas, et des années 2020 jusqu'à 2080, de gauche à droite, ce qu'on voit très bien pour l'Afrique, si vous connaissez bien votre géographie de l'Afrique, c'est qu'il y a un risque qui diminue, puisqu'il commence à faire très chaud dans le futur. Dans nos modèles, on tue les moustiques, pour faire court, sur les zones de plaine, ce qui pourrait poser d'autres problèmes pour les populations locales. Par contre, on a un risque qui a l'air de se propager, qui a l'air de monter en altitude. Une saison qui a l'air de se propager sur les plateaux éthiopiens. Vous voyez l'ouest du Kenya, le Rwanda, une partie de l'Ouganda, centre de l'Angola. À part l'Afrique du Sud qui est plus plate ici, mais on a une augmentation du risque, et aussi sur les plateaux malgaches. Donc c'était un petit peu le message, pour faire le message simple. C'est ce que donnaient nos scénarios. Quand on regarde les populations à risque par grande région pour l'Afrique, de l'Afrique centrale ici en haut à gauche, du sud en haut à droite, ouest bas à gauche, est bas à droite, vous voyez qu'il y a des incertitudes assez grandes dans ces projections. Donc les box and whiskers sont assez étirés et un peu centrés sur zéro. Donc pour l'Afrique centrale, ce n'était pas évident de conclure quoi que ce soit. Pour l'Afrique de l'Ouest, on a une légère diminution du risque. On voit quand même qu'on a cette tendance à diminution du risque sur le futur, puisqu'il fait quand même très chaud, on commence à chauffer, donc on tue les moustiques dans le modèle, avec quand même de grandes barres d'erreur. Et il y a des tendances beaucoup plus claires sur l'Afrique de l'Est, sur les zones des grands plateaux, où là on voit vraiment que la population qui pourrait être impactée par le paludisme dans le futur pourrait être plus large. Il y a cet effet justement thermique qui fait que on permet la transmission du paludisme en zone d'altitude moyenne, médiane, dans nos simulations. Alors, il y a d'autres études, ça c'était notre vieille étude en 2014, mais il n'y a pas que nous, il y en a d'autres qui ont regardé ce genre de choses. Donc là, je vous montre une étude, j'ai les problèmes des contrôles flottants, ok. Une étude qui a été publiée par les Américains, donc c'est l'équipe d'Erin Mordecai, avec un scénario classique type GIEC pour l'Afrique, où on voit qu'on a un résultat similaire, où le risque se déplace dans ces simulations, dans leur simulation, dans leur cadre vers les plateaux, et aussi vers le sud. Mais un risque qui diminue quand même très fortement sur l'Afrique centrale. Pour un R0 qui tombe à 0 sur l'Afrique centrale, je trouve ça un peu, bon, c'est un petit peu, je pense qu'il y aura toujours du paludisme en Afrique centrale. Je pense que c'est un peu surestimé. Mais la tendance est un petit peu la même, niveau spatial. Une autre étude par Smith, qui lui, enfin, son équipe avait regardé donc un peu la même chose avec les mêmes métriques que je vous ai présentées précédemment, où on voit une diminution du risque sur la bande soudano-sahélienne, une augmentation en zone de montagne, cadre classique. Mais ils avaient rajouté aussi l'effet additionnel de l'hydrologie. Donc là, il y a un effet des rivières, un effet des cours d'eau. Et en fait, ça a tendance à accentuer ça a tendance à creuser les tendances, pour faire court, où le risque diminue encore plus, puisqu'on va assécher, on assèche les rivières dans ce type de modèle. Et on va augmenter sur les zones d'altitude, toujours. Donc ça dépend vraiment du cadre. Vous voyez qu'en fonction des études de modélisation, on a des grandes tendances un peu similaires, mais il y a quand même une variabilité régionale qui peut être assez forte. Plus récemment, donc ça c'est avec des collègues de Paris, on a fait ça avec le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dans l'équipe au CEA à Paris. On a eu une thésarde, Alizé Chemison et mon collègue Gilles Ramstein, et on a regardé des scénarios un peu plus fous. Cette fois, on est sorti du cadre classique du GIEC et on a fait fondre la glace de manière brutale et accélérée au Groenland. Donc ça, c'est une fonte de glace qui correspond à 3 mètres d'augmentation du niveau marin. Donc déjà, ça pourrait causer, juste ce scénario-là causera beaucoup de problèmes. Mais en fait, pour on va regarder un petit peu ce que ça donnait sur le paludisme. Et dans ce cas-là, on a un décalement de la bande de pluie vers le sud et le paludisme se décale vers le sud. On a toujours l'effet thermique d'augmentation du risque sur les zones de plateau. Il fait toujours un peu plus chaud, il fait moins chaud, parce que ça contrebalance un peu le réchauffement climatique, cette fonte. Par contre, on a un très clair décalement du paludisme vers le sud, ce qui pourrait aussi poser d'autres problèmes pour l'agriculture et les ressources en eau. Donc ça, c'est un truc qu'on connaît. On va espérer que le Groenland ne fonde pas, parce que là, il y a plein de proxys, observés, il y a plein de modélisations qui montrent qu'en général, quand la glace fond dans le nord, la bande de pluie en Afrique se décale vers le sud. Donc c'est pas bon pour les pays soudano-sahéliens, en général. Pour revenir sur les observations, donc là, c'est une autre étude qui a été faite par Colin Carlson. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette fois dans la vraie vie, on va dire? Il avait compilé donc des bases de données d'anophèles, plusieurs anophèles. Donc là, c'est toute une grosse base de données qu'il a regardée. Et il a regardé un petit peu les temps sur le long terme, sur le XXe siècle. Le XXe siècle, oui, c'est correct. Et il a regardé, en fait, il a montré qu'en moyenne,
avec toutes les données qu'il a pu récupérer, donc là c'est purement basé sur des observations de terrain, que les anophèles avaient gagné 6,5 mètres d'élévation par an, donc ça fait quand même un bon 65 mètres pour 10 ans, ce qui est pas négligeable. Et aussi, c'était décalé vers le sud, parce qu'il avait donné pour l'hémisphère sud. Donc il y avait vraiment ce chiffre latitudinal et en altitude qu'on retrouve des fois dans les modélisations, dans les modèles de risque. Ce qu'on avait ici avec une étude avec Felipe Golon González qu'on a publié, qui était un petit peu, on a refait un peu le même exercice avec des scénarios multimodèles. Et cette fois, on avait regardé par strate d'altitude. Et on voit que le risque en Afrique augmente plus fortement dans les zones d'altitude. On avait un peu raffiné nos analyses. Alors, bien sûr, ça reste de la modélisation, ça reste un peu d'observation, mais il y a beaucoup de challenges aussi que je ne vais pas trop détailler dans le talk. J'étais donc au Rwanda avec Expertise France et des collègues du Rwanda et des collègues de plein de PNLP africains en décembre. Et il y a aussi d'autres problèmes qui sont plus des problèmes pratiques, des problèmes qui sont liés à des problèmes des fois surtout d'extrêmes. Donc il y a le problème des extrêmes, comme on l'a dit, en précipitation, qui vont empêcher les populations d'accéder aux soins de santé, ou qui vont aussi empêcher les gens qui font du contrôle d'accéder à certains endroits où le contrôle est nécessaire. Donc ça va bloquer beaucoup de choses. Si c'est des inondations énormes, ça va aussi causer des problèmes quand l'eau va commencer à redescendre et ça va créer beaucoup de gîtes larvaires. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, tout ce qui est extrême. Les aspects aussi des vecteurs, donc là je n'ai pas trop parlé, mais il y a des nouveaux players, il y a des nouveaux problèmes, comme Anopheles stephensi, qui a changé la donne en termes de contrôle de vecteurs en Afrique de l'Est et qui se propage. Donc ça reste un problème parce que c'est un vecteur urbain du paludisme. Le paludisme étant une maladie plutôt rurale, grande moyenne. Mais celui-là est capable de transmettre le paludisme en milieu urbain. Vu que les populations en Afrique sont de plus en plus nombreuses en milieu urbain, ça pourrait poser de sacrés problèmes. Ça en commence à en poser déjà beaucoup à Djibouti et dans les pays d'Afrique de l'Est où il est arrivé, puisqu'il est aussi résistant à pas mal d'insecticides. Ça dépend des strains. Après, il y a tout ce qui est aussi résistance donc aux insecticides, comme je l'ai dit. Donc ça pose des problèmes pratiques. Ils s'adaptent. Les moustiques s'adaptent à nos poisons. Et aussi, les pathogènes s'adaptent à nos médicaments. Il y a une résistance à la chloroquine qui est assez large maintenant. L'artémisinine fonctionne toujours bien. Et ça, c'est un problème générique pour pour beaucoup de maladies infectieuses. Donc, la résistance au traitement. Alors, je vais finir par cette cote sur les inondations qui avaient affecté le Pakistan en 2022, qui avait quand même, donc c'est un exemple qui parle, hein. Il y avait une grande partie de la surface du pays qui avait été recouverte d'eau. D'ailleurs, on le voit sur les images satellites. C'est assez terrible de voir ces images. Et dans ce cas-là, il y avait eu, d'une année sur l'autre, le nombre de cas de malaria a été multiplié par 5. Donc, ça parle par lui-même, cet exemple. Et il y a beaucoup d'autres choses que je vais pas parler. Il y a aussi l'aspect thermique. Donc, ça, on avait parlé avec des collègues au Togo, où, par exemple, ça devient compliqué aussi de faire son travail quand on travaille dans la santé, on veut faire des tests quand il commence à faire 42-45 degrés, ça rend les choses un peu compliquées. Donc il y a aussi l'aspect thermique qui commence à pousser les choses aussi, à causer des problèmes. Quand il fait trop chaud, les nuits sont trop chaudes aussi, les gens vont moins utiliser de moustiquaires. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Mais là, bon, j'aurais pas trop le temps d'en parler. Alors le retour du paludisme en Europe, il faut que j'accélère un petit peu. Il me reste encore à parler des arboviroses. Pour faire court, le risque est très bas. Il y a très peu de risques que le paludisme retourne en Europe comme il l'était avant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a quand même quelques tendances, il faut quand même faire attention. Puis il y a eu des cas quand même qui sont passés en Grèce via les mouvements de population. Il y a eu aussi des cas où il y a eu en Floride de la transmission locale et au Texas via des cas qui ont passé la frontière aussi. Bon, ça reste assez mineur, c'est pas très large. Il y a Anopheles sakuravi qui est revenu dans la région des Pouilles en Italie. On pensait qu'il avait disparu, mais ils l'ont retrouvé il y a pas longtemps. Donc lui, c'est un vecteur qui est assez compétent pour transmettre le paludisme en Europe. Et il est assez bien distribué en Grèce, par exemple. Donc, il faut faire attention. On a un risque qui est quand même assez bas, je dirais, même si le climat pourrait être un peu plus hospitalier en termes théoriquement, de saison de transmission. Mais pour le moment, le risque est assez bas. Ça sera lié à des imports de cas. Et pour le moment, c'est assez faible. En général, nos systèmes nous protègent. Mais bon, toujours garder un œil là-dessus, quand même. Alors, je vais partir maintenant sur
les Aedes et les arboviroses, qui est plus un problème à l'heure actuelle, qui sont vraiment en explosion depuis quelques années, surtout en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, aussi en Afrique, en expansion constante, mais aussi en zone tempérée. Donc là, je vais parler plus particulièrement des zones tempérées. Alors, moustique tigre, parce qu'il a des jolies bandes blanches et noires, bon, il est un petit peu tigré, et c'est un moustique qui est originaire d'Asie du Sud-Est. Alors, il arrive en Europe, comme je l'ai dit avant, pas par le réchauffement climatique, mais par la livraison par la globalisation, les échanges de biens et de services et de produits, en grande partie par les containers. On pense que la strain qui est arrivée en Europe provenait de Chine, tandis que la strain qui est arrivée aux US provient du Japon. Il y a un peu les deux. Ils sont arrivés dans les ports. Donc, ils sont passés dans des containers par des pneus usagés. Ils aiment bien pondre leurs œufs dans ces pneus usagés. Et donc, c'est un peu un des moyens d'introduction. Ils sont pu aussi passer par certains types de plantes qui sont en transit d'Asie vers l'Europe. Nos collègues néerlandais en interceptent pas mal d'ailleurs dans leur gros marché de plantes à l'échelle européenne. Donc ensuite, il s'est propagé un petit peu partout. À partir de l'Albanie, il y a eu une barrière, je pense. Et Annabella a des théories intéressantes là-dessus, pourquoi il y a eu une barrière naturelle avant qu'il se propage en Italie. Mais une fois qu'il est passé, ensuite il s'est propagé, il est parti par l'Italie, il a suivi la côte croate, et il s'est propagé partout par bateau, mais aussi par voiture. Et il y a beaucoup d'études intéressantes qui ont été faites par les collègues à Montpellier et d'autres qui montrent qu'il suit les autoroutes. Il est aussi autostoppeur, où il va suivre aussi les tracteurs ou les mouvements de marchandises agricoles. Donc il se promène assez vite ensuite. Et une fois qu'il est introduit, s'il aime le climat local, il peut rester. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait regardé, donc ça me ramène encore dans le temps, donc ça me ramène en 2011, quand j'étais en Angleterre, où la situation, donc pour le moment, regardez juste la situation en bas à gauche. On ne va pas regarder le modèle là, qui continue à tourner en haut à gauche, en haut. On va se focaliser sur les observations. C'était la situation ici en bas à gauche en juin 2011. Donc il avait déjà colonisé une grande partie de l'Adriatique, une grande partie de l'Italie, une partie du sud-est de la France, Catalogne et aussi autour d'Alicante et les îles méditerranéennes, Sardaigne, Sicile, Corse. C'était la situation qu'on avait à l'époque. Donc on a commencé un petit peu à regarder un modèle qui avait été développé pour le Japon. Et on a essayé de regarder comment ce modèle se comportait avec des données grillées de précipitations et de température observées, qu'ensuite on projette avec des scénarios climatiques dans le futur. Bon, à l'époque, c'était un scénario A, 1B dans le jargon jusqu'en 2050. Et on regardait, ça c'est l'animation que vous voyez en haut. Alors là, par rapport à cette animation, on pouvait tirer, excusez-moi, deux, trois conclusions. La première chose, c'est que déjà le modèle a l'air de nous indiquer que ce modèle qui avait été développé pour le Japon, qui est aussi une zone tempérée, qu'il y avait une grande zone, il y a une grande zone géographique qui était potentiellement propice pour l'établissement de cette espèce. C'est la première chose. Même avant que le réchauffement climatique commence à jouer un effet, on va dire. Ensuite, on voit aussi que le risque a tendance à augmenter de manière dynamique, plus vers les zones d'Europe centrale du Nord, sur vraiment les zones, les fringes des zones tempérées, mais il a l'air aussi de diminuer sur les zones un peu plus méditerranéennes, en Espagne. On le voit sur l'Italie aussi, le sud, où là, on voit qu'il disparaît des fois sur certains pixels. Donc ça, c'était un petit peu la conclusion. À l'époque, on avait listé tous ces pays dans le papier qui étaient à risque d'introduction et d'établissement. Je vous ai mis en rouge là où il est vraiment bien établi depuis plus de 5 ans et où il a été détecté. Je crois d'ailleurs qu'il faut que je le mette à jour de manière ponctuelle. En sachant qu'en Angleterre, il a été détecté de manière ponctuelle, mais ils n'ont pas encore trouvé des adultes. Mais ils l'ont trouvé dans le coin en bas à droite. Vraisemblablement, il a dû passer par un tunnel ou un bateau. Donc j'avais fait cette conférence 3 ans plus tard. Donc je suis invité à faire une conférence à Paris, rive sud, pour le CNRS, invité par Sylvie Joussomme, qui avait fait ce groupement d'impact. C'était un projet de regarder l'impact du climat sur plusieurs secteurs. Et la situation était celle-ci, en 2014, où le moustique avait déjà bien colonisé le sud-est de la France, la Corse et une partie déjà de l'Aquitaine, ici. Et on a fait tourner le modèle à l'échelle on va dire un peu plus à basse échelle spatiale, ici, c'est ce que vous voyez là. Et on voyait que il y avait quand même une plus grande zone. Ce que j'avais dit à l'époque à Paris, c'est que le moustique pourrait faire une grosse structure en V. Vous avez toujours le Massif central, les Alpes et les Pyrénées, donc les zones de montagne sont en théorie peu hospitalières encore aux moustiques, et ça peut se discuter. Par contre, ils pouvaient quand même remonter assez haut, et on voit aussi des pics, ce qui est chose intéressante, hein, avoir des zones rouges autour de la capitale, ici à Paris, et on voit aussi une zone rouge ici, avec la frontière de nos amis allemands, qui est à l'heure actuelle justement commence à être bien
bien colonisé. Donc en fait, on se retrouve avec ce pattern-là. Alors attention avec les données de surveillance, parce que là, forcément, si on le trouve dans une commune ou un truc, sous une sous-location du département, tout le département elle est rouge, je pense pas qu'il soit vraiment. On en trouve beaucoup en plein milieu du Massif central, sur les hauteurs des Pyrénées ou en altitude dans les Alpes. Mais bon, on a un petit peu anticipé son expansion, malheureusement, sur le territoire. Avec, bien sûr, vous voyez que c'est pas parfait. Il y a des endroits où le modèle est pas mal, il y a des endroits c'est pas terrible. C'est pas, ça reste un modèle. Donc, ce qu'on regarde, on a regardé ça plus récemment. Donc, ça, c'est le projet RIVOC. Je fais un petit peu de publicité pour la région Occitanie. Donc, c'était financé par la région Occitanie en défi clé. Et on travaille donc avec une équipe avec Didier Fonteny impliqué, Andrea Radici et Pashka Amami, Claire Garros, Hélène Guis et Florence Fournet. Et on essaye dans deux projets. Le premier projet, c'est regarder un petit peu le risque que pose le moustique tigre en Europe, en France et en Occitanie, à 3 niveaux. Deuxième projet, c'est de regarder que le risque que pose l'éculicoïde sur la santé animale et nos éleveurs, vraiment sur la France et aussi en Europe. Donc là, ça a bien avancé, on a des résultats intéressants. André a des résultats assez intéressants, où on a regardé comment le climat était propice à l'établissement du moustique pendant cette période-là, 2007-2014, comment les conditions climatiques plus récentes étaient propices à l'établissement du moustique sur une période plus 2015-2022, et là, la différence, que vous voyez ici en bas à droite. Alors, on s'est servi d'une métrique E0, qui est un petit peu le R0 pour les œufs de moustiques. On savoir, on met un œuf au début de la saison, on regarde à la fin de l'année, si la population des œufs a augmenté, on peut dire, bah, il va rester, il va continuer à se multiplier. Si la population des œufs a diminué, dans ce cas-là, on dit, bah non, il ne va pas rester puisqu'il n'est pas arrivé à maintenir sa population. Bon, c'est un petit peu une métrique assez simple, mais chose qui est assez intéressante, ce que vous voyez sur la carte, c'est qu'avec des conditions plus récentes, on voit que l'ouest de la France, où le moustique s'est bien propagé, est beaucoup plus hospitalier, théoriquement, à ce moustique. On voit aussi sur Paris et sur certaines grandes villes comme Lille ou Strasbourg, ici sur le pourtour, euh, on est plus hospitalier, les conditions récentes sont plus hospitalières. Ça remonte aussi dans le sud-est. On voit toujours que le massif central, les Alpes et les Pyrénées, bon, ça reste quand même encore un petit peu froid en moyenne ou un petit peu hospitalier. Mais on a ces tendances-là et on voit que c'est un peu plus. On a fait des estimations, on a des produits nouveaux, des choses à plus haute résolution. Et Andrea a des résultats super intéressants. Alors, je vais vous montrer juste pour l'Europe. Donc, ça montre un petit peu ce qui se passe au niveau européen. C'est la même carte, pour faire court. On retrouve les points rouges sur la capitale. Nord-est, nord-ouest, sud-est, je vais y arriver. Ça remonte sur l'Espagne aussi, où il y a ça change un petit peu, avec un risque aussi qui peut diminuer sur les zones les plus au sud, de manière relative sur l'Italie. Mais ça reste quand même très hospitalier pour l'espèce. Alors c'est intéressant ici parce que ça, c'est le risque pour que le vecteur, le moustique tigre, s'établisse en haut. Mais en bas, vous avez le risque de transmission de la dengue. Ça revient un petit peu à ce que les études qui ont été faites à Pasteur, que je vous ai montré au tout début, où Annabella a montré que le moustique albopictus pouvait transmettre le chikungunya à relativement basse température. Par contre, la dengue, il faut quand même que ça chauffe un peu plus pour qu'il soit capable de transmettre la dengue. Et on le retrouve un petit peu avec. On retrouve ça sur nos cartes de risque, puisqu'on voit que même si le moustique peut s'établir relativement haut, plus haut en latitude, le risque de transmission du pathogène, comme on l'a mesuré ici avec le nombre de semaines pour lesquelles R0 pour la dengue est au-dessus de 1, on voit que c'est quand même contraint dans le sud de la France, ce qui correspond aussi à ce qui a été rapporté. On voit qu'à Paris, il y a un pixel aussi qui commence à apparaître assez récemment. Alors, il faut comparer ça à la situation. La situation est un petit peu, pour le moment, ça va, mais ça commence à devenir un petit peu inquiétant. On a des cas beaucoup dans le sud-est, on commence aussi dans le sud-ouest, pas très loin de où j'habite, d'ailleurs, où il y a ma famille. Il y a eu des cas, il y a eu déjà la fumigation à Paris qui a été faite avec quelques craintes pour les Jeux Olympiques, mais finalement, ça s'est pas trop mal passé. Et on a aussi des cas, nous, en Friuli, Venezia Giulia, mais surtout des cas dans les Marches l'année dernière et en Emilia-Romagna et en Lombardie. En Italie, il y a eu beaucoup de cas de dengue l'année dernière. Alors, je reviens à un autre point, je pense, qui est important, c'est de voir aussi que ce qui se passe, ça, c'est la transmission locale. Donc, c'est des gens qui ne sont pas retournés infectés de pays endémiques. C'est des gens qui ont la maladie sur place et qui ne sont pas partis en vacances. Alors, il y a une chose qui est importante aussi en climat, le phénomène El Niño, vous connaissez peut-être, mais ce phénomène-là est très important pour les tropiques. C'est une espèce de mouvement d'eau chaude dans le Pacifique et ça va causer des sécheresses, des inondations, des changements, des perturbations, en principe en température, surtout dans les tropiques, mais à l'échelle globale. C'est un gros signal, c'est vraiment le monstre dans le climat à l'échelle interannuelle. C'est le gros animal, El Niño.
Et en général, quand on a un événement El Niño, on a aussi de l'émergence de maladies. On a des impacts sur le secteur agricole, des impacts sur la pêche, mais aussi des impacts sur les maladies infectieuses. Donc, il y a beaucoup de publications là-dessus. Je ne veux pas trop détailler, mais en général, on sait qu'on va avoir le risque de malaria et de choléra augmente sur l'Afrique de l'Est, avec aussi un peu du rift qui pourrait arriver aussi en Afrique, entre le Sénégal et la Mauritanie. Beaucoup d'arboviroses en Asie du Sud-Est et énormément d'arboviroses en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Le Zika, l'épidémie de Zika était concomitante à un événement El Niño, par exemple. Et il y a beaucoup de cas de dengue. En général, il y a une surdéclaration de cas de dengue pendant les événements El Niño, qui sont liés à des trucs indirects souvent parce qu'il y a une sécheresse qui est induite souvent au Brésil. Les gens vont stocker de l'eau de manière locale et ça va attirer les moustiques de la fièvre jaune égyptique qui adorent pondre leurs œufs dans ces réservoirs d'eau et ça peut causer aussi des gros foyers locaux de cas de dengue. Bon, je vais passer assez vite, mais il y a un lien quand même assez intéressant là-dessus, c'est qu'en sachant qu'en 2023-2024, on était en condition de Niño, donc un peu dans cette situation-là, avec un Niño moins fort, on pouvait s'attendre à avoir des cas, justement, un printemps 2024, extrêmement élevé en Amérique du Sud, ce qui a été le cas, et ce qui se retrouve même dans les cas importés en France métropolitaine, ici, que vous voyez en rouge, sachant que les cas totaux, bon, ça reflète transmission locale, transmission, mais c'est en grande partie des cas importés, hein, des gens qui reviennent des Antilles ou d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est. Et on voit ce pic énorme qui était connecté justement à cette situation, je pense, ces épidémies qui étaient très fortes en Amérique latine. Et du coup, pour le moment, c'est un petit peu une théorie, donc j'aime bien discuter ça avec Didier et d'autres. Des fois, bon, c'est bien d'avoir des points de vue aussi d'autres disciplines, parce que des fois, je peux me tromper aussi. Mais on pense quand même, il y a une chose qui est super importante sur ce qui va être assez importante dans le futur, c'est le chevauchement des saisons. Pour le moment, on a un peu de chance puisqu'au Brésil, la saison de dengue va se terminer en mars-avril. Nos moustiques commencent à être actifs sur le territoire à cette période-là et sont plus actifs pendant l'été, en gros. Jusqu'en septembre, octobre, des fois octobre-novembre, en fonction. Donc pour le moment, on a de la chance parce que les saisons ne sont pas concomitantes. Mais à partir du moment où si on a une épidémie, on va dire, dans les tropiques, avec beaucoup de cas importés qui reviennent pendant la saison active du moustique, là, ça pourrait causer beaucoup de problèmes. Pour le moment, ça reste assez limité. Il y a un travail fantastique qui sont faits par les services de santé, par l'ARS, les Santé publique France, donc il y a des gens qui font quand même du super travail sur le terrain, et les gens qui contrôlent aussi les vecteurs, les EID et Altopictus, etc. Donc il y a quand même, bon, pour le moment ça va, mais bon, il faudra faire attention, et ces chevauchements de saison vont être critiques. Moi, je suis vraiment en retard. Et c'est mon dernier exemple. Et ensuite, je vais bientôt conclure. Je suis désolé. Je m'étends un petit peu. Alors, cette fois, pour finir sur les arboviroses, il y a aussi tout ce qui se passe en Afrique, il y a aussi tout ce qui se passe en Amérique latine. Il y a quand même beaucoup de progrès, j'y reviendrai ensuite, où il y a quand même il y a des vaccins qui sont en développement, il y a des choses qui bougent aussi de ce côté-là, qui vont nous protéger, on va espérer, de ces problèmes-là. Donc, tic et maladie de Lyme. Donc là, on part sur la borréliose de Lyme. Donc ça, c'est un petit peu l'exemple un exemple un peu, on va dire, poster boy, ou un exemple assez utilisé dans le rapport de l'IPCC du GIEC qui ressort souvent. C'est en fait les travaux de Nick Ogden qui avait anticipé dès le début des années 2000 que les tiques pouvaient migrer vers le nord et qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de cas de Lyme au Canada. Ce qui s'est passé, donc aux US, c'est assez bien documenté par les données du couple Eisen du CDC, où on voit que les tiques étaient plutôt bien implantés dans les zones noires et commencent à se déplacer un peu vers le nord pour Scapularis sur le côte est et Pacificus sur la côte ouest. Où là, bon, c'est un peu plus, ça bouge un peu moins quand même. Mais il y a un déplacement vers le nord quand même qui a été très observé par nos collègues américains, des tiques ixodines, et aussi dans les provinces du sud du Canada, mais aussi en Scandinavie. Bon, ça, c'est pas la même tique, hein, c'est la tique du mouton, Ixodes ricinus. Ces tiques sont compétentes pour transmettre la maladie de Lyme. Donc, il y a eu un cas d'explosion de cas de Lyme au Canada, ce que vous voyez ici, en sachant que cette augmentation peut être liée aussi au système de surveillance hein, qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc, on teste plus, on observe plus de cas, mais il y a quand même un signal qui est très clair. Et on pense que cette augmentation est liée au fait que les tiques se sont déplacées vers le nord, à la fois parce que les températures sont plus permissibles, mais aussi parce que les cervidés qui peuvent les transporter sur des longues distances peuvent occuper de nouveaux espaces et propager les tiques aussi de manière locale. Il y a aussi tout ce qui est lié au tourisme vert, au fait que les gens vont passer plus de temps à se promener en forêt. Si on ne fait pas attention, une morsure de tique peut mener à une infection. Donc, il y a beaucoup de facteurs là aussi.
Il y a certains exemples aussi dans le nord de la Russie, où il y a quand même, sur des données de surveillance c'est pas forcément vrai pour la Russie ou pour les provinces, mais pour les provinces les plus au nord, il y a quand même une tendance à l'augmentation. C'était les travaux de Tokarevich que j'avais trouvé assez intéressants pour la TBI, donc ça c'est l'encéphalite étatique, c'est pas la maladie de Lyme. Et aussi des cas qui sont quand même plus prévalents en Europe, en moyenne dans les zones les plus boisées. Donc on retrouve plus de cas en Scandinavie. Europe du Nord, il y a des grandes surfaces de forêt. Mais aussi en France, on a des problèmes aussi. En termes de données de surveillance pour l'Europe, on a une légère augmentation aussi des cas de Lyme, de TBI, pardon, excusez-moi, encéphalite attique sur les dernières années. Donc ça, c'est un exemple qu'on retrouve en zone périarctique ou arctique, où vraiment on voit on a un signal climatique qui a l'air d'avoir aidé en toile de fond. D'autres exemples, je vais passer assez vite là, surtout cet exemple-là, je pense, qui est assez parlant. Donc ça, c'est des données de mouches tsetse, qui ont été piégées par mes ex-collègues de la Trop School à Liverpool pendant au moins une quarantaine, cinquantaine d'années. Même site, pas de contrôle, pas d'insecticide. Donc là, ils ont gardé un site, une espèce d'observatoire pour les tsetse, dans la vallée du Zambèze, et ils montrent qu'il y a un crash des populations qui a l'air de se produire depuis les années récentes, et ils pensent que c'est lié à la température. Puisque là, il n'y avait eu pas de contrôle, il n'y a pas eu de prédateurs naturels qui ont été rajoutés, il n'y a pas eu d'insecticides, ou il n'y a pas eu de petites voiles bleues qui ont été posées pour les contrôler. Donc là, il y a vraiment un effet, c'est l'effet un petit peu sur ma courbe que je vous ai montré au tout début, où il y a certains endroits, ça devient tellement chaud qu'on commence aussi à avoir des effets bénéficiels, donc ça peut tuer aussi les vecteurs. D'autres exemples pour l'allèchement, que je n'ai pas trop parlé, avec des cartes de risque qui avaient été faites aussi pour le Moyen-Orient, qui est un problème pour l'allèchement canine en Europe, mais aussi qui pourrait devenir pour nos collègues en Afrique du Nord. Je n'ai pas trop parlé de ça. Il y a aussi les maladies vectorielles hydriques comme la bilariose, qui nécessitent un escargot. Qui sont étudiés par mes collègues à Montpellier, où il y a eu des cas en Corse liés à des importations de pathogènes. Mais bon, je vais passer là-dessus. Voilà, donc après, il y a d'autres maladies. Donc, je vous ai parlé des maladies vectorielles, mais il y a aussi beaucoup d'autres maladies qui sont sensibles au climat, en particulier des maladies hydriques, comme le choléra, crypto, campylome, où les évidemment précipitations extrêmes ont un impact assez fort, surtout s'il y a des zones de ferme à côté, et aussi des maladies foodborne, donc il y a la nourriture, ou aussi certaines maladies respiratoires, même si, bon, ça reste d'une note animal, on va dire une autre, un mammifère qui est thermorégulé, c'est un peu plus compliqué. L'environnement a toujours un petit rôle. Donc voilà, on se donne un petit peu. Donc cette étude de Mora avait fait un petit peu la part des choses, et il trouve quand même qu'il y a dans la littérature, dans le sens global du terme, beaucoup d'études qui montrent un lien assez clair avec les variables environnementales, les maladies vectorielles et hydriques, mais aussi d'autres types de maladies infectieuses. Alors pour finir, je suis un petit peu en retard et je m'en excuse auprès de vous tous, ceux qui sont restés. On peut dire, je pense, que le réchauffement climatique affecte la dynamique des vecteurs et la transmission des maladies en toile de fond. Donc ça reste un peu, c'est assez simple. C'est sûr que si un endroit se transforme au Sahara ou qu'on transforme l'Arctique en zone plus tempérée, on peut voir si les conditions sont réunies, des nouveaux vecteurs et des nouvelles choses se mettre en place ou on peut voir l'émergence ou la réémergence de maladies sur certaines zones. On pense que quand même, on commence à avoir de plus en plus de preuves, je pense, et d'évidence que il y a des choses qui ont bougé en altitude, mais aussi en latitude, je pense. Donc on le voit sur d'autres insectes, on le voit dans l'eau, si on voit des poissons, on voit dans les systèmes, les choses se réadaptent, les animaux, les insectes, le règne animal se réadaptent à des nouvelles conditions. Donc ça reste une observation de beaucoup de collègues, du papillon au moustique à l'ours polaire, je dirais. Et ensuite, donc, c'est une question qui est assez importante, c'est comment les saisons de transmission, surtout pour nos collègues dans les tropiques, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, comment on peut essayer d'anticiper ces changements de saisonnalité du risque qui sont quand même importants, et aussi de hotspots, de nouvelles zones qui pourraient être impactées, en sachant que quand même, on a de grandes incertitudes dans ce type de modèles. Donc, il faut faire assez attention. Donc, pour les améliorer, on voit qu'on essaie de les raffiner au fur et à mesure. Donc, pour ça, on a beaucoup besoin de tous les travaux qui sont faits par les entomologistes de terrain, les gens de laboratoire, et les données de surveillance aussi, qui sont critiques pour améliorer ces modèles. Il y a tout l'aspect extrême climatique et les maladies et les systèmes de santé. Donc ça va être un problème. C'est un problème qui est déjà là et qui est fait pour rester, si on en reste sur cette trajectoire-là. Et ça peut, un événement pour avoir comme les inondations au Pakistan, ou le cyclone Idai qui avait ravagé
une partie de Madagascar, Zimbabwe, Malawi, impact énorme sur les populations et les systèmes de santé. Le vrai futur des maladies vectorielles sera piloté par beaucoup de facteurs, donc ça j'en ai parlé, c'est pas que le climat, tout ce qui est socio-économique, démographique, les conditions de surface, comment on occupe l'espace, l'urbanisation, et aussi tout ce qui est résistance, à la fois des vecteurs aux insecticides, mais aussi des pathogènes au traitement, et aussi nos comportements, qui sont critiques, comme vous l'avez pu voir pendant le Covid. Sur une note positive, il y a quand même une amélioration, il faut rester quand même assez positif, on a des nouveaux outils, on a des nouveaux vaccins, on essaye de nouvelles méthodes de contrôle, donc on n'est pas, il y a quand même, on a des outils. Et les gens qui travaillent qui sont présents, je pense, avec nous aujourd'hui, travaillent justement là-dessus. Donc c'est important aussi de commencer à anticiper un petit peu ces risques. Alors pour finir, donc ça c'était un petit peu une conclusion un peu à la louche. Il y a aussi beaucoup de travaux que j'ai pas montrés de collègues, je m'en excuse, africains, en Asie, en Amérique du Sud, du Brésil, jusqu'au Sénégal. J'ai pas eu le temps, mais je pourrais le faire peut-être une autre fois. Donc là, je suis passé assez vite. Mais beaucoup de travail fantastique aussi qui sont faits par les pays du Sud et qui nous servent aussi énormément, nous, pour développer les modèles et ajuster un petit peu les hypothèses. Alors, je vais passer ensuite sur une question. Alors, c'est un problème, c'est quelque chose d'un peu extrême, mais je voulais finir sur une touche un peu provocative. C'est un travail qui a été fait par Stephen Kemp. Alors, parce qu'on parle des insectes, leur niche climatique, où le moustique tigre pourrait vivre, où le paludisme pourrait se décaler, ou quel type d'animal pourrait s'installer. Mais on en revient à nous. Si on en revenait à l'Homo sapiens, on va dire, tout simplement. Donc, c'était des travaux qui sont assez simples où Steve Kemp a regardé un petit peu comment la population humaine se distribue en fonction de la température annuelle. Donc, c'est cette courbe que vous voyez ici. Un ordonné, la densité de population. Attention, hein, c'est la densité, donc ça veut dire comment on est compacté les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire forcément combien il y a de personnes en tout, en total. Sinon, les pics seraient inversés. Et en fonction de la température, à savoir conditions de gel, 0 jusqu'à 30 degrés. Donc, ce que vous pouvez voir sur cette courbe, pour 1980, 2010 et certains modèles, donc ce qu'on peut voir sur cette courbe, il y a deux pics. Ça, c'est nous. C'est les zones tempérées, c'est les grandes villes aux États-Unis, en Europe, en Chine, dans les zones un peu semi-tempérées. Ça, c'est une grande partie des pays tropicaux. Donc, si c'était les populations totales, les pics seraient largement inversés, puisqu'il y aurait beaucoup plus de population ici que là. Mais pour le moment, bon, on vit plus compacté dans les grandes mégapoles en Chine et en Europe encore qu'en Afrique. Et même, bon, si ça va s'inverser assez rapidement, j'imagine. Et donc là, ce qu'on peut voir ici, j'ai placé Paris, qui a une température annuelle à peu près à 12 degrés, donc Paris à peu près ici. Trieste, où je suis à 15 degrés, je suis à peu près là. À gauche du spectre, ça, c'est des populations qui sont habituées des zones, à des conditions climatiques arctiques, bon, les Inuits, typiquement. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde qui vit dans ces zones-là. Et à droite, ça, c'est des populations sahariennes ou des populations qui vivent au Moyen-Orient qui sont adaptées à des milieux très chauds. Donc là, par exemple, typiquement les Touaregs, qui eux se sont adaptés sur des périodes très longues à leurs conditions environnementales. Et vous voyez qu'il y a très peu de personnes qui vivent comme des Touaregs ou très peu de personnes qui vivent comme des Inuits. Bon, pour faire court, c'est à peu près ça. Et si on veut regarder dans le futur, alors si on projette cette courbe et qu'on regarde un petit peu où les gens pourraient être dans le futur en fonction de ces températures annuelles, on va voir ce problème-là. Il y a toujours la courbe de référence que vous voyez ici, en mauve, et vous voyez que tout se décale vers la droite. Donc les premiers gens qui vont être touchés, c'est forcément les pays les plus chauds. Faire court. C'est très simple hein, comme métrique, mais ça parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y aura une plus grande partie de la population humaine qui, si on continue sur cette trajectoire, en particulier si on fait chauffer la planète à des niveaux aussi élevés de 3, alors de 3, 4 degrés, où là on part vraiment en terra incognita, ça veut dire que ces populations vont être exposées à des conditions de vie, de nomades Touaregs, qui sont déjà très adaptés à leur environnement. Donc ça va causer beaucoup de problèmes au niveau de la santé. Et en général, ces zones sont aussi les zones les plus vulnérables. Comme vous pouvez le voir ici, c'est surtout le continent africain qui va ressortir, un peu l'Amérique du Sud, qui est un peu plus résiliente, et aussi certains pays d'Asie centrale. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup Cyril, c'était passionnant. Ouais, merci encore à vous tous que vous êtes le guet du monde entier. Et merci beaucoup à Cyril vraiment pour cette excellente lecture. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci.